Bonjour, c'est Louis Lefebvre chez Adapteur.com. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, à soir, je suis accompagné de Marianne. Bonjour Marianne. Salut Christian, ça va? Ben, très bien, toi? Yes! Hey, mais que fais-tu ici? Ben écoute, on reçoit un invité ce soir qui est en lien directement avec mon domaine d'agriculture, qui est l'agroforesterie. Tu as eu la super idée, en fait, qu'on fasse cette entrevue-là à deux. Puis je suis sûre que ça va être super pertinent puis qu'on va avoir des points de vue peut-être différents sur certains trucs. Puis moi, je suis un petit peu moins expérimentée, fait qu'avoir aussi le point de vue de quelqu'un avec plus d'expérience, c'est toujours super intéressant également. Ben oui, c'est parfait. C'est Louis Lefebvre de Adapteur.com. Salut Louis! Salut à vous deux! Yes, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes. Louis, il faut juste te demander de ne pas trop toucher à ton micro, s'il te plaît. Parfait, c'est noté. Good. Écoute, Louis, tu connais un peu le concept du podcast. En passant. On va commencer par le commencement. Sur mon Patreon, Louis est abonné à mon compte Patreon. Puis, Louis, dans le fond, c'est comme la première personne que je connaissais pas pantoute qui s'était abonné à mon Patreon. Je te remercie beaucoup d'être abonné depuis les premiers jours que je l'ai lancé. T'es au début mai. Je pense que tu t'étais abonné. T'es mon 5e abonné, ça, je m'en souviens. C'est pas un grand supplice, je peux te le dire. Mais je peux te dire que c'est quand même le fun de voir ça, quelqu'un que tu connais pas pantoute qui s'abonne. Puis c'est par après qu'on s'est connus. Tu m'avais contacté parce que tu voulais faire l'entrevue avec Marianne, vu qu'elle était l'agroforestière, vu que c'était à ton domaine. Je n'ai parlé à Marianne. Ouais, c'est toi qui fais les entrevues. Fait que. Ah ben, c'est bon. Ben d'abord, on la fait toi et puis moi ensemble. Fait que. En plein ça. Puis un jour, on s'est appelé. Puis on avait jasé combien de temps? À peu près 1h30 de temps au téléphone. Ouais, pendant que tu allais charger ton engrais, je pense. Non, pas en tout. J'avais affaire à Saint-Guillaume. Fait que pour ceux qui connaissent le coin, à partir de Saint-Guillaume, sur la route 122, pas loin de Machinerie CH, j'ai appelé Louis. J'ai arrêté chez nous pour dépiner un trailer. Puis après ça, j'ai raccroché, rendu au Cap-la-Madeleine. ça donne une idée. Je m'en allais chez SciTech au Cap-la-Madeleine chercher un laser pour faire mon nivellement au laser. Fait que là, j'ai dit, ouais, je pense que t'as de quoi jaser. Après 1h30 de téléphone, là. Écoute, Louis, tu vas te présenter. D'où tu viens, ta carrière professionnelle, puis comment tu es arrivé aujourd'hui à avoir créé Adapteur. Puis après ça, c'est quoi Adapteur? Qu'est-ce que ça mange en hiver? OK. Louis Lefebvre. Moi, je suis un passionné de toute nature. Je viens du lac Saint-Jean, né en 88, à Saint-Félicien, proche de la forêt, proche de la rivière Achouap-Mouchouane. Proche du Joux? Proche du Zoo. Proche du Zoo de Saint-Félicien, ouais. Puis d'ailleurs, c'est à cause du zoo qu'on était ouvert un peu sur le monde parce qu'il y avait plusieurs touristes de partout dans le monde qui venaient. Puis, fait que, heureusement, parce que sinon, c'est assez éloigné le lac Saint-Jean que des fois, on peut être isolé. Fait que ça, c'était une belle fenêtre. Mais un méchant beau zoo, par exemple. Moi, quand j'y étais cet été, là, on dirait que quasiment tout est à nous. En tout cas, c'est propre. C'est ça à coche. C'est vraiment un méchant beau zoo. De toute façon, si je compare ça avec le parc Safari, là, ça fait pitié quasiment, là. Mais non, le zoo sauvage de Saint-Félicien, là, c'est vraiment, là, c'est beau. C'est une méchante belle place.
Puis en plus, ben ça, il se spécialise dans des animaux de la boréalie, là, qui va partout autour du monde, Japon, Russie, Canada, bien sûr, tout ça. Mais puis l'idée, c'est que c'est toi qui est dans la cage quand tu es dans le parc de la nature. C'était l'idée de base de Monsieur Baudouin ou Bouchard à l'époque. Puis d'ailleurs, ma mère était sur le conseil d'administration, fait que moi j'étais chanceux, j'allais nourrir des bébés orignaux quand j'étais jeune. Bon, mes frères ont vu les tigres à l'époque, tout ça. Mais c'est ça. Mais moi, je suis pas un des chimpanzés qui s'est échappé là, quelques années. Là. Je vous rassure tout ça. Puis à part ça, ben c'est ça. Fait que je fais mon secondaire comme tout le monde. Mais j'ai une mère qui est passionnée d'horticulture, qui a tout le temps fait des plantes, puis des bouturages, puis toutes sortes de bouturages. Puis c'est une scientifique, mais aussi une artiste. Puis mon père, lui, travaillait dans la pâte et papier, comme bien du monde au Lac-Saint-Jean. Fait que j'ai été vite mis dans la soupe de l'horticulture, puis des plantes, puis de la forêt, puis de la pêche, puis tout ça. Puis c'est pas avant, par exemple, le secondaire 5 qu'on a reçu la visite dans le cours de physique 536 d'un biologiste qui s'appelle Fabien Girard, qui est un auteur bien connu maintenant dans le domaine des plantes sauvages comestibles, mais qui à l'époque ne l'était pas encore, mais qui avait aidé à partir une coopérative à Girardville, qui voulait à l'époque, là, ça s'est appelé d'Origina après, mais qui voulait à l'époque donner plus de valeur à la forêt que les 2x4 puis le papier. Fait que j'ai eu la chance de passer une partie de l'été avec lui à mes 16 ans, puis de travailler à ramasser toutes sortes de plantes qui poussaient dans le bois, puis en bordure de boisés. Puis on a toujours gardé le contact, mais moi, je voulais aller en biologie pour un peu faire comme lui, tout ça, mais finalement, je me suis fait conseiller dans ma famille. Il y a un agronome dans ma famille, il me dit, tu devrais aller en agronomie, t'aimes pas bien l'école, toi, Louis, fait que va en agronomie, t'auras pas à faire un doctorat si tu veux avoir un job pour bien vivre, puis ça va être plus facile pour toi, puis tout ça. Fait que, j'ai suivi son conseil un peu à contre-cœur, mais c'est ce que j'ai fait. J'étais allé à Laval, j'ai fait mon bac là, fini en 2012, ça m'a pris 6 mois de plus, 1 an de plus, parce que j'étais allé en Australie 6 mois. Mais j'ai décidé de revenir puis de finir mon bac pareil. Puis finalement, j'ai bien fait, mais je m'en ai pas rendu compte tout de suite, parce que je suis allé faire un 6 mois comme agronome dans un club agro-environnemental. C'était le club Soleil Levant à Joliette. Notre-Dame-des-Prairies, pour être plus précis. Puis, j'ai vu que c'était pas vraiment pour moi. Beaucoup de paperasse, beaucoup de paperasse pour peu d'utilité finalement chez le producteur. Puis ça, je trouvais ça bien dur de pas me sentir utile, tu sais. D'autant plus que, j'avais pas vraiment d'expérience non plus pour aller ailleurs que la paperasse chez le producteur. Je vous l'ai dit tantôt, je viens pas d'une famille agricole non plus. Fait que je suis pas resté là. Je suis pas sûr non plus vraiment que les patrons voulaient me garder là parce que je devais pas être très productif. J'aimais pas ça. Puis après ça, j'ai fait un été chez AgroSan, fournisseur d'engrais et de semences. Toujours à Joliette. Toujours à Joliette, à Saint-Thomas-de-Joliette dans ce cas-là. Puis là, ce que j'aimais bien dans ce job-là, c'était le dépistage. Aller dans les champs, puis recommander des intrants quand c'était nécessaire. T'sais. Pour moi, je m'étais donné comme mission, puis j'aimais ça quand je me voyais faire ça, puis que je me donnais ça comme mission, c'était on va pas mettre des pesticides pour rien. Le producteur, il va pas payer pour rien, on va suivre les recommandations du RAP, on va compter le nombre de pucerons, de ci, de ça, puis quand on va atteindre le taux d'infestation, là, on peut faire une recommandation. Fait que, mais bon, c'est beaucoup de comptage d'insectes, beaucoup de précision, puis on fait ça à longueur de journée, puis fait que, tu sais, j'étais pas sur la route encore comme représentant, là, je commençais, fait que, bon, on m'a rapidement fait comprendre que c'était pas ma job de dépister, mais c'était vraiment de vendre des intrants, fait que
j'avais la tête dure, j'ai toujours eu la tête dure. Fait que j'ai décidé, puis on m'a dit aussi, donc d'un commun accord, je suis parti. Puis, mais entre-temps, moi, depuis que j'étais au club agro-environnemental, donc 1 an avant, j'avais commencé à faire des projets entrepreneuriaux. J'avais commencé à planter mes premières parcelles de gingembre sauvage, Azarum canadense, dans un petit village pas loin, là, à Saint-Calixte, pas loin de Saint-Lin. Puis, fil en aiguille, c'est chez un producteur acéricole là-bas. C'est devenu un ami, toujours un ami d'ailleurs. On a fini par commencer ce projet-là ensemble. Puis à développer ça. Puis après ça, est venu, après mon détour chez AgroSang, est venue une opportunité de développer un projet qui s'appelait à l'époque les vergers potagers forestiers. C'était à grandeur de la Naudière, il y avait 23 producteurs, c'était 52 projets chez 23 producteurs. Pour la plupart, presque la majorité des néo-ruraux, des gens qui, en tout cas, avaient des terrains, beaucoup de terrains, de l'argent, mais pas une expérience agricole nécessairement, à part 2-3 exceptions. 2-3 exceptions qui, par ailleurs, sont ceux qui fonctionnent le plus maintenant. C'est une des grandes expériences que j'ai eues. D'ailleurs, à ce moment-là. Mais ça m'a permis de lancer Adaptaire, qui s'appelait à l'époque Produits forestiers non ligneux enregistrés. Hein? Pas très sexy, mais ça montrait clairement mon intérêt qui se poursuivait, là, puis qui a mené en 2014 ou 2015 là, à finalement changer le nom pour Adaptaire, mais en restant toujours dans la même philosophie, le même objectif, c'est-à-dire développer, promouvoir l'agroforesterie, puis favoriser son développement, puis permettre de faire connaître ces différentes pratiques-là pour toutes sortes de bénéfices, autant économiques, bien sûr, mais aussi environnementales et sociales dans nos façons de produire. Fait que là, aujourd'hui, Adaptaire, bon, tu as créé ça fait peut-être 6 ans environ. Ça fait 9 ans, dans le fond. En 2012, là, je plantais mes premières parcelles de gingembre sauvage. OK, c'est beau. Fait que ça fait partie de ta compagnie. C'est comme ta ferme aussi en même temps, Adaptaire, ou? C'est ça. Tout est ensemble pour l'instant. Là, je suis en train de réfléchir parce que au niveau fiscal, il va falloir que je réfléchisse à une autre raison sociale, là, mais pour l'instant, c'est enregistré, simplement. OK, enregistré, c'est tout à ton nom personnel. Là. C'est pas une compagnie compagnie à numéro, quoi que ce soit. Là. OK. Non. Good. Puis là, l'agroforesterie, peux-tu nous faire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver de l'agroforesterie? Moi, on dirait que c'est pas un mot que je connais depuis ben longtemps. J'ai comme appris ça comme avec l'agroforestière. Bon, là, c'est comme ça fait de l'agriculture dans le bois. Est-ce que je me trompe ou c'est ça ou c'est pas ça pantoute? Ben, puis d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je te suis toujours aussi assidûment, Christian, c'est parce que j'ai vu une ouverture à parler de toutes sortes de sujets, puis quand j'ai vu passer Marianne, j'en croyais pas mes oreilles. C'est vraiment le fun. Puis c'est pas étranger. Le fait que tu t'aies jamais entendu parler de ça, c'est normal. Personne n'en parlait v'là 20 ans. Puis pourtant, personne n'en parlait même v'là 10 ans. Mais pourtant, nos ancêtres en faisaient tout sans le savoir. C'est ça. Ouais, absolument. C'est parce qu'aujourd'hui, comme que je disais à Christian, c'est qu'aujourd'hui, on voit une forêt. C'est pas pour faire de la bouffe, c'est pour la regarder pousser pendant 40 ans et faire des 2x4, comme tu as dit. Fait que pour nous, l'agriculture, on est habitué au système industriel, que c'est des champs plats, puis en Montérégie, puis on fait du solide, du maïs, puis on a des vaches laitières, mais tu sais, il faut... Moi, mon objectif, puis justement, j'étais contente de finalement connaître un spécialiste là-dedans, d'aller tourner un peu l'agriculture, puis de changer nos façons de penser, puis nos façons de faire, pour justement développer ça. Puis tu l'as dit, on a des petits problèmes avec des néo-ruraux, là. Moi, mes voisins, c'est des boomers qui ont acheté un beau chalet avec une belle terre. Je les ai jamais vus, puis ça peut tout être exploité. Fait qu'il y a des petits trucs comme ça qu'il faut changer aussi. Fait que c'est changer les mentalités, puis justement, c'est le fun d'avoir du monde spécialisé. Là, moi, je suis productrice, mais je suis loin d'être... j'apprends sur le tas, puis au fur et à mesure, parce que je fais mon bac en agronomie, puis
sais, il aurait fallu que j'aille faire le deck en foresterie pour pouvoir faire de l'agroforesterie. Puis, tu sais, on n'en parle même pas en 4 ans de bac. Tu sais, fait que ça l'aide pas non plus à faire. Ça risque de changer. Oui, mais ça risque de changer dans les bacs d'agronomie et de foresterie en passant. Mais juste pour te dire, des fois, je suis mal à l'aise qu'on me dise spécialiste d'agroforesterie parce que c'est tellement vaste. Ben, plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on connaît rien. Qu'on connaît rien, c'est ça. Mais une longueur d'avance sur d'autres, on peut dire ça comme ça. Ouais, peut-être. En tout cas, pour les plantes des champignons sauvages, ça, probablement. Mais pour ce qui est des haies-brise-vent, bandes riveraines en champ, il y a des gens plus spécialisés, avec plus d'expérience que moi au Québec, parce que tu l'as dit, Christian, tantôt, justement, c'est pas très connu des producteurs. Fait que c'est en train de changer. Il y a eu des pionniers comme André Vézina, Charles Lucier, qui en ont fait, eux, de leur carrière depuis 40 ans, là, des plantations, puis augmenter les connaissances dans ce domaine-là. Pour revenir à ta question, Christian, sur c'est quoi la définition de l'agroforesterie, il y en a plusieurs, mais bon, au Québec, on s'entend en général, puis c'est beaucoup inspiré de la définition de la FAO, que l'agroforesterie, c'est le mélange intentionnel de végétaux vivaces ligneux, fait que là, on parle d'arbustes, d'arbres, et autres vivaces avec du bois, là. Mais tu sais, par exemple, un noisetier, là, c'est une vivace avec du bois, on s'entend. Donc, c'est le mélange intentionnel de végétaux vivaces, ligneux, avec des productions agricoles, qu'elles soient végétales et ou animales, pour en tirer des bénéfices et des fonctions économiques, sociales et environnementales. Donc, dans le fond, pas obligé d'être dans le bois. Non, mais ça ne l'exclut pas non plus. OK, comme en Europe, c'est une technique qu'on voit un petit peu, en tout cas, j'ai vu ça sur les internets, des rangées d'arbres, puis c'est semé entre les rangées d'arbres. Il y en a un ici, pas bien loin, là, à Bétu-Fèvre, là, Jacques Côté, qui a fait ça. Là, je pense qu'il y a 3 rangées d'arbres dans un champ. C'est tout cultivé entre. Mais si tu regardes les images sur Google, contrairement à une haie brise-vent, les arbres sont beaucoup plus distancés. Oui. Ouais. Fait que, en général, pour des systèmes intercalaires comme ça, on parle d'une 60aine d'arbres à l'hectare, à maturité. Fait que, on parle. Ça, c'est vraiment de l'agroforesterie ou. Absolument. OK, c'est beau. Parce que, dans le fond, c'est un des systèmes. Avec les arbres, on connaît la sylviculture, la récolte du bois, puis la sériculture. Puis là, regarde, là. Tu mets le mot sylviculture. Fait qu'il y a un des systèmes agroforestiers, c'est l'agro-sylviculture. Fait que dans un champ entre des rangs de maïs, ben, il pourrait y avoir des rangs de saules pour produire du BRF qui servirait à, je sais pas moi, transformer du fumier produit par l'élevage ou du lisier. Pour faire un bon compost, ça pourrait être pour enrichir le sol. Ça va prendre une dose d'azote probablement, mais bon, cueilli au bon moment, l'agro-sylviculture permet de faire un bon BRF là, avec un bon ratio carbone-azote qui permet vraiment de faire une structuration du sol, une augmentation de la matière organique importante. Puis ça. Fait que c'est un des systèmes. On met l'agroforesterie, on amène un peu de bois dans le champ, puis on amène un peu de champ dans le bois. Si je prends des bouts de papetière, est-ce que c'est de l'agroforesterie aussi? Si j'amène du bois dans le champ, comme tu viens de dire? Non? Ça marche pas? Ben, écoute, ça serait tiré vers les cheveux. Je dirais que non. C'est une façon de parler. Oui. Bon, attends un petit peu. On va... Là, tu m'avais donné une liste de sujets. On va aller voir ça. Définition. L'importance de travailler en mots imprononçables avec le producteur. Mots imprononçables. Interdisciplinarité. Ouais, interdisciplinarité. C'est pas important le mot, c'est ce que ça veut dire qui est important dans le fond. Marianne boit de l'eau et moi de la bière. Fait que c'est pour ça qu'elle est capable de le dire. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est bon d'avoir, quand on fait un projet chez un producteur, avec le producteur, c'est pour son bénéfice à lui. Puis le bénéfice à ses voisins, s'il a envie de donner un bénéfice à ses voisins. Fait que, puis c'est bien rare qu'un conseiller tout seul, puis que le producteur, lui, tout seul aussi, parce que le producteur aussi, c'est un professionnel chez eux, ben c'est bien rare qu'une personne tout seule peut faire un bon design agroforestier. C'est-à-dire que c'est possible, mais ça sera jamais aussi bon que quand tu vas avoir amené les bonnes personnes pour les besoins de la personne qui veut développer ça chez eux. Fait qu'on parle ici, d'agronomes, d'ingénieurs forestiers, mais ça va plus loin que ça. Ça peut être des biologistes, ça peut être des géographes.
Il y a des architectes du paysage. Ça, tu sais, dans par exemple, un projet agro-touristique, ben, un architecte du paysage a sa place. Là. Puis même, étant donné qu'il y a une expérience client à développer, il pourrait y avoir un besoin d'un psychologue ou de sociologue pour bien comprendre son marché cible, sa clientèle cible, puis tout ça, comment l'inviter, comment le faire rester chez eux. Fait que l'agroforesterie, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de beau, c'est que ça permet, puis ça demande de travailler en équipe, en grosse équipe multidisciplinaire. Parce qu'on s'entend que souvent, si tu vas planter une rangée d'arbres, faut que le producteur soit prêt, faut qu'il veuille, c'est bien sûr. Parce qu'on veut pas aussi, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir des pertes de rendement aussi proches de ça. Fait que là, tu sais, on essaie de baisser nos coûts de production, augmenter les rendements, puis après ça, tu viens planter de quoi qui vient comme te mettre tu sais, oui, c'est beau pour la biodiversité, mais économiquement, on vient perdre des fois de l'argent sur l'autre bord, là. Ouais, fait que ça fait partie des premières discussions qu'on a. L'habitude, quand j'ai un appel d'un producteur qui veut faire une abrisement, une bande riveraine, c'est que il est conscient qu'il va pouvoir tirer plus de bénéfices que de négatifs avec un système agroforestier. Dans la grande majorité des cas, j'aurais pas beaucoup d'appels de producteurs parce que ça, c'est pas tout à fait compris encore, que les bénéfices dépassent les effets négatifs au champ. Si on prend ton exemple, Christian, de perte de rendement sur le bord d'une haie, c'est vrai, puis c'est reconnu que sur 1 à 2 fois la hauteur de l'arbre dans le champ, les rendements baissent. Puis en général, on parle d'une vingtaine de pourcents là, à partir que l'arbre commence à être à maturité. Par contre, il y a des moyens pour diminuer ça dans cette 2 fois là, cette hauteur-là, en élaguant tes arbres, pour permettre plus de lumière de pénétrer, mais aussi en choisissant des bonnes espèces qui ne vont pas trop entrer en concurrence par les racines. Ouais. Fait que, donc, par la lumière, on peut réduire en diminuant la densité de ta haie, puis en élaguant, la lumière va mieux rentrer, mais pour ce qui est de la concurrence avec les engrais puis l'eau, ben là, c'est par les espèces, le choix des espèces, t'sais. Mais même si on va diminuer de 20% les rendements, fait que ça, on s'entend, là, on va perdre un 20% de rendement sur 2 fois la hauteur de l'arbre, 10, 15, 20 ans après que tes arbres soient plantés. Mais à partir de 2 fois la hauteur de l'arbre dans le champ, là, à 60 pieds, là, puis 10 fois la hauteur de l'arbre, 20 fois la hauteur de l'arbre plus loin, en général, il est reconnu que les rendements vont être moins changeants d'une année extrême à l'autre. Fait que dans une année avec assez d'eau, avec beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, les bénéfices des arbres sur cette surface-là, 2 fois la hauteur de l'arbre à 20 fois la hauteur de l'arbre, on les verra pas vraiment. Mais dans les années de sécheresse, puis dans les années d'extrême chaleur, les arbres vont venir tamponner un peu les effets extrêmes de la température. Puis on s'entend-tu que dans l'avenir, des extrêmes de température, on risque d'en avoir de plus en plus. Fait que c'est vrai que si on regarde juste le 60 pieds sur le bord de la haie, oui, t'as raison, je peux pas te l'enlever. Ça, c'est sûr, on aura beau choisir les meilleures espèces, on aura beau tailler, entretenir le mieux nos haies, déjà qu'on a de la misère à le faire parce que manque de temps. Mais il reste que sur les 10 fois la hauteur de l'arbre, là, sur 300 pieds plus loin, il y a quand même un effet, puis c'est pas négligeable, dans les extrêmes climatiques, durant les années d'extrêmes climatiques. Parce que puis en général aussi, les luzernières, par exemple, quand on a un vent qui est freiné l'hiver un peu, qu'il y a une meilleure accumulation de neige aussi, les luzernières vont durer plus longtemps aussi. Le taux de luzerne là, va rester meilleur plus longtemps. OK. Ouais, nous autres, mon père, lui, avait planté un brise-vent en 89, mais on a vendu les vaches en 91. Fait que là, je sais pas qu'est-ce que la luzernière aurait fait là-dedans. Mais dans ce temps-là, mon père avait semé, c'était sur un pays de plastique, drette sur le bord du fossé. Mais c'était un peuplier hybride, un chêne rouge, un peuplier hybride. Puis c'était vraiment serré l'un contre l'autre. Là. C'est à peu près... Je pense que chaque arbre était à peu près à 5 pieds de distance. Fait que ça fait quoi un peu trop serré. En plus, le peuplier, oui, c'est le fun, ça pousse vite, là. Mais là, le printemps, t'es tout le temps pogné avec ça, avec de la branche dans le vibro.
Ah oui, ah oui. Puis aussitôt qu'il y a eu du verglas un peu durant l'hiver, le printemps, ça casse encore plus. C'est cassant. Puis quand tu coupes une branche, il en repousse 4. Ouais. Fait qu'il y avait quel âge? Il y aurait quel âge, là, les peupliers? Là, les peupliers, il en reste. Dans le champ, on les a tous coupés. La seule affaire que mon père avait pas coupée, c'était autour d'une petite maison qui était pas à lui dans ce temps-là. OK. Puis là, il commence à mourir. Là. Il y en a un, je pense, qui est mort. Ah, là, c'est ça. Là, ils ont passé 30 ans. Là, je pense que leur vie est pas mal terminée. Là. Puis Puis là, on a gardé les chênes sur une bonne partie du champ. Il y avait une partie qui n'avait plus de chênes parce que dans ce temps-là, ça arrosait gros à l'atrazine avec des jets balais. Il y a eu de la dérive, puis ça va maganer le brisement. Bien sûr. Puis le chêne n'est pas si gros que ça. C'est vrai que c'est vraiment dense, ça prend du temps à pousser, là, mais il est vraiment pas gros. Là. Puis la branche de chêne, là, c'est raide en tabarouette. Fait que là, t'as beau élaguer, mais tu sais, les branches, il y en a qui sont vraiment hautes. Il faudrait que j'aille choisir dans la pelle du tracteur pour aller les couper. Parce que je m'étais acheté une débroussailleuse, même avec une rallonge, puis c'est encore... Puis la rallonge, bien que ça commence à être pesant pas mal, là, la scie au bout, là. Fait que... C'est à checker, là. C'est pas... Disons que les haies brise-vent en tant que tel avec les arbres, pas mal d'entretien à faire après ça, puis je trippe pas vraiment là-dessus. Mais j'aime mieux faire je fais des bandes riveraines avec des arbustes. Ça, c'est plus petit. OK. Ça prend moins de place. Puis là, c'est pas aménagé pareil. Là, sont nouvelles, ceux-là. Fait que là, tu sais, entre la décharge et le pays de plastique, j'ai une bonne distance pour être capable d'y aller avec mon tracteur à gazon, pour être capable de l'entretenir. Mm-hmm. Puis là, j'ai le pays de plastique, mais là, c'est tous des petits arbustes. Fait que y en a qui font des fleurs, il y en a qui font des fruits, puis tout. Fait que j'essaie d'alterner le plus possible de même. Mais souvent, là, ça donne chez nous que les décharges sont au bout d'un champ. Donc, la bande riveraine, elle a 275 pieds de large à peu près. De long. C'est sûr que si on s'en va tout le long d'un champ sur 25 arpents, c'est une autre affaire. Là. C'est fatigué un petit peu. Là. Ouais. Ben, écoute, sans le savoir, tu fais de l'agroforesterie, Christian? Ouais, ben là, je suis en train de l'apprendre, là. c'est quoi tes arbustes? Dans un autre podcast, j'écoutais que tu avais de l'aronia. De l'aronie noire, oui, j'en ai. J'ai du... j'ai du chèvrefeuille. Je dois en avoir à peu près 6-7 en tout. Puis là, j'ai commencé... Les arbres qui sont décédés, mettons que je les remplace, je mets du caragagnier de Sibérie. Fixateur d'azote. Fixateur d'azote, c'est une légumineuse, ça fait des gousses. Les fleurs sont très mellifères. J'avais été dans une conférence une fois avec... j'étais avec mon père, mais c'était Journée Impact acéricole à Victoriaville. Puis il y avait quelqu'un qui a commencé les conférences, puis il parlait que de cette plante-là. Le caragagnier de Sibérie, il y avait juste des avantages, puis ci, puis ça. Fait que ça va attirer ma curiosité pas mal. Puis ce serait bon aussi pour retenir des bords de décharge, par exemple, parce que ça a un bon système racinaire. Donc, c'est pour ça. Là, j'ai commencé à les remplacer. Mais tu sais, quand j'ai dit ça à quelqu'un du MAPAC, là, il dit, wow, t'as pas trop sûr? Ben, j'ai dit, good. Moi, si je veux pas les remplacer, c'est pas grave, moi le faire moi-même. OK, bon, ben, tu sais, je l'ai. Ben, finalement, ils ont payé pareil, là, pour les remplacements. Mais ils étaient pas trop sûrs, mais tu sais, ils vont suivre ça pour voir comment ça va. Bon, mais tu vois, t'as bien fait de tenir ton bout. On est bien mieux de planter quelque chose puis d'essayer que de rien faire partout. De toute façon. Puis, le caragagnier, c'est vrai qu'il est pas indigène. Ça vient de la Russie. En tout cas, du continent eurasien. Je sais pas où exactement. Ouais, il a été importé là, aux États-Unis par les colons qui émigraient de l'Europe de l'Est, là, d'après mes grosses recherches sur Google. Là. Mais puis en plus, dans le fond, c'est ça, il servait des gousses pour nourriture pendant le voyage vers l'ouest, dans la conquête là, de l'or et tout ça. Fait que c'est super bon comme plante. Là. C'est ça, c'est comestible. Ben, c'est juste que c'est comme beaucoup de fabacées parce que c'est dans la famille des légumineuses. Hein? Oui. Mais c'est comme beaucoup de légumineuses. Là. Si tu fais pas cuire la fève, là, c'est anti-nutritif. Là. C'est pas bon. Là. Mais une fois que c'est cuit, pas de problème.
Sinon, c'est dangereux même d'en manger cru. Il faut pas les véganes crudivores, là, oubliez ça. Puis les graines sont vraiment petites. Puis un moment donné, ça m'a donné que j'ai vu un qui a gagné de Sibérie au McDonald's à Nicolette. Fait que là, il y avait des gousses. Fait que j'ai ramassé une coupe de gousses. Puis je suis arrivé à la maison, j'ai laissé ça sur le comptoir. Puis à un moment donné, les gousses, ils rouvrent. À un moment donné, clac, on entendait rouvrir ça, les bines qui revolaient partout. Ah ouais? Ouais. Non, mais cool. Ah. Parce que je voulais garder des graines pour essayer de les planter. Fait que tant qu'à aller chez Aiglon Indigo, aller en acheter, ben je vais essayer de les semer moi-même, si ça marche. Mais ça? Puis, ça a-tu marché? Je sais pas. Je les ai pas plantés encore parce que je les ai depuis cet automne. OK. Tu devrais essayer de les laisser dehors un hiver ou dans le frigidaire. Ah, peut-être, là, ça dans mon bureau, là. Beaucoup de vivaces dans les pays nordiques, dans Boréalie, justement, on parlait de Boréalie à cause du zoo tantôt, ont besoin d'une stratification froide l'hiver. Fait okay. que souvent les plantes de boisées ont besoin d'une stratification humide même, que ce soit à l'humidité comme le gingembre sauvage justement, ou le ginseng d'Amérique, ou l'ail des bois. Non, c'est pas vrai, l'ail des bois n'a pas besoin d'être à l'humidité. Mais bref, une stratification pour les plantes du Nord, c'est jamais mauvais. J'aimerais ça revenir sur tes arbres tantôt, Christian, que tu parlais. Oui. Tu disais, puis c'est vrai, je l'ai remarqué aussi, là, ça a même fait le cas de litiges là, entre voisins, des branches, puis beaucoup, surtout, là, en tout cas, le cas que je pense, là, c'était des peupliers sur le bord du voisin qui n'était pas content. Tu sais? Fait que c'était écoute, les branches, puis en plus il y avait eu du verglas cet hiver-là, ça tombait, puis là rendu au printemps, c'est bordel pour aller semer là-dedans. Là. Oh oui, c'est le vibrobourg là. Non, il faudrait 50 guatémaltèques sur 1 kilomètre pendant une journée pour racler tout ça. Fait que non, c'est pas drôle, mais c'est là que l'entretien dans les premières années de vie des arbres est crucial. Quand tu fais un bon entretien, une bonne taille de formation, puis un bon élagage pour avoir la première bille ou 2 billes de 8 pieds free de branches, là, pas de branches, tu te sauves beaucoup de jobs par la suite. C'est sûr qu'il va en avoir encore, mais ça va diminuer ces impacts négatifs-là. Puis, si on prend en compte qu'il va y avoir cet impact négatif-là sur 10 mètres, sur 5 mètres chaque bord du tronc de l'arbre, disons 7 mètres, chaque bord du tronc de l'arbre. Fait qu'on se prend un 14 mètres. Là. D'un bord, ça peut être le fossé, c'est pas pire. On perd peut-être 1 mètre de bande riveraine. L'autre bord, OK. Admettons qu'on dit qu'on perd 7 mètres. Hey, c'est pas drôle, là, mais admettons là, qu'on dirait on est game, là, on le perd, ces 7 mètres-là. Ben pourquoi pas, puis on va être fou, là, pourquoi pas le planter en petits fruits ou en fleurs qui vont aider l'ensemble de la production, du système agricole chez le producteur. Je sais qu'on n'est pas là. Puis qu'il y a des études encore qui se font pour mesurer l'impact réel sur les auxiliaires de culture, par exemple, sur la fertilité, sur la diminution de la perte de terre aussi, qui n'est pas négligeable. Hein. Il y a beaucoup de producteurs qui perdent beaucoup par érosion de terre, d'un cours d'eau, d'un fossé. Si on inclut là-dedans le prix pour nettoyer les fossés aussi, hein, c'est non négligeable. Fait que c'est le genre de bienfait que sur le long terme, là, on a de la misère à mettre un chiffre dessus. Mais comment ça vaut une eau propre? Comment ça vaut un environnement qui a des pollinisateurs à profusion? Comment ça vaut une air propre, tu sais? C'est ça qui est difficile à chiffrer, puis c'est pas au producteur non plus à assumer tous ces coûts-là. On s'entend bien sûr, puis c'est là où, si le gouvernement prend en main certains frais chez le producteur d'entretien, mais aussi de contrebalancer les pertes de mètres de culture, là, le long de lignes de terre, ben là, on va y arriver. T'sais. Ils le feront pas. Ils le feront pas. Il n'y a pas de ruban à couper pour ça. Ben, ça s'en vient, je pourrais dire. Puis en France, là, par exemple, ils ont commencé à le faire, en Allemagne aussi. Puis ici, ben, c'est des organismes à but non lucratif qui ont commencé à prendre la balle au bon, puis prendre les devants des gouvernements. Mais je pense, sérieusement, que les gouvernements n'auront pas le choix. Puis je vois ça dans le contexte qu'on sent. Moi, c'est ça, t'as raison, Louis, parce que dans le contexte qu'on est, on parle d'autonomie alimentaire, on parle de, comme tu as dit tantôt, des
des changements climatiques avec des conditions de plus en plus extrêmes. Tout ça, ça va venir menacer à un moment donné notre capacité en tant que peuple de produire de la nourriture. Quand on va se mettre à avoir faim, il va être trop tard. C'est là qu'il faut agir. Là, moi, ça me fait rire quand on parle de sauver la planète. C'est pas la planète qu'on veut sauver, c'est notre peau. Exactement. on est les dinosaures de demain. Si c'est aussi niaiseux que planter des arbres, aussi niaiseux que faire attention à nos bandes riveraines. Puis, tu sais, on le sait, en tant qu'agricultrice, puis en discutant, tu te dis, Christy, qu'on a gros ses épaules, puis... Mais c'est en allant parler au public, en sensibilisant les intervenants qui sont là pour nous aider, en allant chercher des idées out of the box, en convainquant, oui, c'est poche, aller voir le gouvernement, puis te faire dire non, mais des fois, il va finir par dire oui, puis il n'y aura pas le choix de dire oui, tu sais. Comme tu as dit, ça va changer, c'est clair. Si on en veut de la bouffe pour manger, là, il n'y a rien de pire que ça pour un peuple avoir faim puis créer des révolutions. Regardez ce qui se passe à Cuba en ce moment, là. Ouais. Ça va pas bien, ils ont faim. Puis ils ont un pas bon gouvernement en plus. Là, on est chanceux malgré tout, là. Mais ça va changer, tu as amplement raison. Si on avait c'est sûr qu'avec l'embargo du pétrole qu'ils ont eu dans les années 50, puis qui n'est pas levé totalement, je pense, ou pas levé du tout, je ne sais pas. Mais c'est pas pour rien qu'ils sont à l'avant-garde de l'agroécologie là-bas, puis qui ont développé des méthodes alternatives de fertilisation, des méthodes même passives, en utilisant des couvre-sols, en utilisant des plantes fixatrices d'azote, plus en utilisant beaucoup l'agroforesterie, parce qu'il était limité par le pétrole. Nous, tant qu'on va avoir le pétrole, puis excusez-moi les gros mots, mais encore aussi peu cher qu'il est actuellement, parce qu'il est artificiellement bas, le prix du gaz actuellement, on n'aura pas le choix, comme nos ancêtres, de revenir à des méthodes d'agroforesterie, d'agroécologie. Il faut tenir compte aussi du fait qu'eux, ils ont la chance, entre guillemets, d'avoir pas de neige, d'avoir de la belle saison, entre guillemets, toute l'année. Nous autres, on a l'hiver, il y a 6 mois par année qu'il n'y a rien qui pousse, là. Fait qu'il faut que le 6 mois qu'il y ait quelque chose qui pousse, il faut que ça pousse pour se nourrir, pour nourrir nos bêtes, pour que ça aille bien, là. Fait que on n'aura pas le choix d'utiliser l'agroforesterie. C'est clair, net et précis. Des beaux champs comme à Montérégie, que du maïs à perte de vue, puis pas un arbre, là. Ça va être fini dans pas long, ce temps-là, là. Puis mon but, c'est pas de venir dire faut finir ça. Ben non. faut finir ça. C'est pas ça, pantoute. Actuellement, nos modes de production, le marché, l'économie est faite pour que ça fonctionne. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on a réussi aussi. Faut pas le nier, là. On a réussi à sortir des 95% de la population des campagnes à aller vers la ville, ce qui serait impossible sans des méthodes comme ça de production. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde en ville là, puis en banlieue sont prêts à revenir dans le champ désherbé à 4 pattes? Absolument pas. Non, c'est sûr que non. Absolument pas. Fait que moi, je suis un peu... des fois, ça me choque, puis je l'ai entendu dans les podcasts, puis je suis bien d'accord avec Christian et tes invités sur le fait que c'est bien beau de chialer contre les producteurs, c'est bien beau de chialer contre les méthodes de production industrielle, mais... Apportons des solutions. Apportons des solutions plutôt que de dire vous êtes tombés des niaiseux, il y a des méthodes qui existent autrement. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Ben, tu sais, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, le but, c'est pas de dire le gars qui a juste un champ de maïs, c'est Christian, il en fait de la grande culture. Je suis pas là, tu sais. Il répond à une demande. C'est ça qu'il fait. Le client, lui, il cherche tout le temps le prix le consommateur, il cherche puis il dit hey, moi, j'aimerais ça assurer plus de pérennité. Je te donne du cash pour planter ta haie brise-vent. Je pense pas que Christian il va s'ostiner avec son client, mettons. Là, c'est très ad large, ça marche pas de même dans la vraie vie, mais ce que les agriculteurs font en industrialisation, c'est répondre à une demande. Si la demande, elle change, l'offre va changer aussi. Fait, mais ça, il faut changer les consommateurs, le monsieur, madame, tout le monde, comme tu dis, les gens de la ville. Il faut tout faire ce gros travail de sensibilisation-là. Puis, tu sais, aussi, il y a tellement de causes à sensibiliser en ce moment qu'il y a tellement de bruit qu'on finit par être sursaturé. Mais il reste que manger, c'est la base, là. C'est la base, puis il faut faire de quoi.
Tu sais, j'ai jamais eu de prime pour mon maïs parce que j'ai fait des bandes riveraines. Là. Non, puis tu sais, mettons, tu fais du semi-direct pour prendre soin de ton sol. Tu fais, tu fais quand tu utilises du Roundup, t'en mets pas partout. Tu fais de l'agriculture raisonnée, puis il y a personne qui te tape sur l'épaule pour te le dire. Non, mais il y en a plein comme toi. Là. Puis on a eu des belles promesses printemps. On nous a dit que les producteurs qui ont fait des bonnes démarches agro-environnementales puis qui en entreprendront seront récompensés. Est-ce qu'on a vu une scène arriver dans vos poches cette année par rapport à ça? Ben non, ils n'ont pas coupé de ruban encore, mais ils doivent être en train de mettre ça en place, là, j'imagine. C'est comme il y a un autre programme, si tu sommes des engrais verts l'automne, si tu en fais plus grand que l'année d'avant, tu as le droit à une subvention. Mais ceux qui en font depuis tout le temps, exact, puis qui en somment partout, ben ils n'ont rien, eux autres. C'est pour essayer d'encourager les nouveaux à avoir des engrais verts. Puis là, mettons, moi, j'ai fait de l'effort, j'en ai semé. Mais tu sais, on a eu un été sec, ça n'a pas levé de suite. Puis là, il arrive à une certaine date, au 15 novembre. Ouais, ça couvre pas assez le sol, fait que t'en as semé, mais ça couvre pas assez le sol à notre goût, fait que just too bad, pas de subvention. Ça, c'est comme quand ils comptaient le nombre de résidus avec un mètre linéaire. Là. Ils disaient 1, 2, 3, 4. Tu vas quelque pas plus loin. 1, 2, 3, 4. Ah non, là, juste 3. Pas de subvention, désolé. Ouais. C'est... Écoute, moi, ce que j'ai remarqué dans la vie, en général, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est souvent pas les inventeurs et les artistes qui récoltent le gros bout du gâteau. Non. Fait que les leaders qui ont des idées, qui sont des précurseurs, malheureusement, c'est pas souvent ceux-là qui sont récompensés le plus. Mais c'est eux autres qui permettent le changement du balancier, par exemple. Ouais, absolument, absolument. C'est comme mon père dit souvent ça, il dit c'est pas le tisserand de tapis qui fait le cash, c'est le marchand de tapis. Ouais. Fait que c'est la même affaire pour les idées. C'est pas la personne qui a l'idée en premier qui va l'amener au bout, mais elle va faire des petits, puis m'amener, ben, ça va finir par payer, mais c'est pas encore combien de temps. Good. Ensuite de ça, bon, on parlait des principaux systèmes agroforestiers. On en a parlé un peu, les haies brise-vent, les bandes riveraines. Louis, je vais t'expliquer un peu les bandes riveraines que j'ai faites. Mm-hmm. Entre le pays de plastique et la décharge, je sème principalement du trèfle. Ouais. Pour avoir des fleurs, pour nourrir les abeilles. Fait que tu le tailles pas. J'attends que les fleurs soient fanées. Après ça, je vais avec le tracteur à gazon pour aller tondre. Après ça, ça repousse, ça retombe en fleurs. Tu sais, j'essaie de la mancher de même. Parce que, je sais pas si tu t'en souviens, dans le premier podcast que j'ai fait sur Patreon avec Sébastien Anger, la partie vraiment Patreon, quand que j'ai commencé à parler de biodiversité dans celui-là. Ouais. C'est la fois où j'ai fait décrocher la mâchoire à Sébastien en passant. Il va être content. Oh, j'étais pas mal fier de ma shot. Parce que, tu sais, on a un manque de biodiversité. Tu sais, tu recules d'une couple d'années, il y avait des producteurs de lait à tous les portes. Ça produit du foin partout. Fait qu'il y avait soit de la luzerne ou soit du trèfle, tu sais, mais il y avait de la fleur. Là, quand il y en a un qui quitte, mais souvent, le champ, il est labouré, puis après ça, ça tombe en grande culture. Fait que là, tu sais, c'est du foin qu'on commence à en avoir moins. Pareil comme les hirondelles. Bon, les populations ont baissé parce que c'est des insectes, c'est des oiseaux insectivores. Fait que moi, je me souviens quand j'allais faucher dans le temps, quand j'étais petit gars, la faucheuse était tout le temps pleine de bébites quand j'avais fini. Fait que tu sais, il y en a des insectes. Fait qu'il y avait de la nourriture pour les hirondelles. Fait que tu sais, le problème, le monde pense tout le temps les pesticides. Non, c'est pas ça. Il n'est pas là le problème. C'est que là, on a rien qu'une manque. Ouais, c'est ça. On a un manque de biodiversité. Parce que tu sais, il n'y a pas grand insecte dans le maïs. Fait que, ou dans le soya. Fait que là, il y a moins de bouffe pour les hirondelles. Tu sais, il y a moins de fleurs pour les abeilles. Fait que c'est un peu de tout ça, là. Ah, c'est clair. C'est pour ça que la bande riveraine, tu sais, j'essaie de la faire. Tu sais, je me demandais, j'ai vu de quoi? Les bandes riveraines pour faire changer le climat. Prends un globe terrestre dans tes mains, là. Trouve ta bande riveraine, puis regarde, fais une règle de 3, là, je suis pas sûr qu'elle va changer de quoi. Mais côté localement, rien que pour la biodiversité, là, ça va l'aider. C'est sûr que pour faire un changement, puis c'est sûr que des fois qu'il y a décourageant, tu te dis, OK, mettons là, je suis chez nous, j'ai 100 hectares, j'ai
J'ai 4 km de bande riveraine que je pourrais aménager. Puis quelques haies brise-vent. Je vais-tu changer le monde? Mais non. Mais non. Mais non, on va pas changer le monde, c'est sûr. Puis si on voudrait changer le monde avec les bandes riveraines, il faudrait faire quoi? 5000 fois le tour de la Terre en bandes riveraines, tu sais, en termes de nombre de bandes riveraines partout. Là, ça n'a pas de bon sens. Là, puis encore là, regarde ce qui est cultivable au Québec, puis regarde la quantité de bois qu'on a. Et il manque pas grand... On ne changera pas grand-chose, là. Je pense qu'on on a un bilan positif au Québec, même si on fait rien, là. Fait que... Sauf que dans les années 50, là, c'est ça, dans les années 50-40, les premiers tracteurs sont arrivés dans les fermes? Je me trompe peut-être? Ouais, après la Deuxième Guerre mondiale, je te dirais. Bon, le premier, là, M. Massey Ferguson, là, qui a inventé son premier tracteur, là, puis peut-être, je sais pas c'est quel monsieur qui a inventé ça en premier, ou madame, peut-être, je vais pas être sexiste. C'est un monsieur, ça, je te le garantis. Je pense que c'était... C'est pas John Deere. John Deere, c'est arrivé... les tracteurs John Deere sont arrivés après la mort de M. John Deere. Bon. Ben, pensez-vous que lui, qui a inventé ça puis qui a mis son premier tracteur dans sa cour, là, il s'est dit « M'allais faire 1 hectare de blé, m'a changé le monde. » Ben non. Tu sais, il en a parlé, il a montré que ça marchait. Il est allé dans des foires probablement et il a fait sa job. Il y a du monde qui a embarqué. Il y a des usines qui se sont faites. Ils en ont produit, ils en ont vendu partout. À cette heure, le monde est peuplé de John Deere, de Massey, puis de Fendt, puis de... Bon. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je vois. C'est-à-dire que si tu crois en quelque chose, puis tu penses que ça peut avoir un effet positif sur le monde, ben, il faut pas que tu t'attendes que les autres le fassent pour toi. Tu le fais, puis après ça, tu vas en entraîner 1 ou 2 qui vont le faire. Puis ça va aller exponentiel de même, tu sais. Fait que non, demain matin, puis l'année prochaine, on n'aura pas fait 5000 fois le tour du monde en bande riveraine, mais peut-être que dans 50 ans, ouais. Ben, c'est de commencer par ta cour à toi, en fait. C'est toi d'enrichir ton environnement, puis toi d'être bien chez vous, puis d'en voir des hirondelles, puis des bébites, puis à la limite, si tu as des maringouins, tu vas avoir des oiseaux qui vont venir s'en occuper. Là, ça sera pas si grave que ça. Là. Mais au moins, les mentalités commencent à changer tranquillement, pas vite. Tu sais, ceux qui labourent, puis qui endossent, puis que la terre déboule dans des charges, commencent à en avoir de moins en moins de ça. Là. Ben, tu sais, ça a un impact certain sur la quantité de surface de mètres carrés et d'hectares que tu peux produire. Si tu perds à chaque année, j'en ai vu, là, ils perdent 1 mètre, 2 mètres, une année, paf, 5-10 mètres perdus dans des charges sur 30 pieds de long ou 100 pieds de long. C'est non négligeable. Fait que c'est ça, c'est un des avantages certains. Mais ça, c'est l'avantage que le producteur voit. T'sais. C'est l'avantage dans ses poches pour l'année prochaine puis cette année. Sauf que la société devrait, puis je pense qu'elle s'en vient là-dessus, devrait se rendre compte que l'avantage pour l'ensemble de la société, il est non négligeable. Si on permettrait à des producteurs de les compenser pour la perte d'espace de culture qu'ils ont, puis sur les coûts, sur l'entretien et l'implantation, ben, il y aurait un impact non négligeable sur notre qualité de l'eau, de l'air, puis l'environnement en général, la biodiversité. Et durant ce temps-là, Montréal floche encore dans le fleuve. Ah, puis Longueuil, puis combien d'autres villes et municipalités. Ouais. Oh, oui. Et je te confirme que ça ne changera pas. Combien qui jettent leurs canettes dans le champ à chaque année du monde sur Facebook, des tabarnouches, tu vois encore des canettes dans l'ensilage de mes vaches, puis tu te dis... Ah, ça... Ah non, il y a encore du monde qui jette le tailleur dans le fossé, là. Ben, absolument, puis ça ne gêne même pas, là. Puis il y a un gros, tu sais, là, on en reparle des urbains, puis je pense que ça fait partie des conséquences de la déconnexion, puis de l'arrivée, c'est plate, là, mais l'arrivée du tracteur en ruralité a fait que, c'est ça, on a pu produire plus par unité d'hommes, tu sais, au travail et au champ, ou de femmes. Fait que 95% du monde sont partis. La plupart de ça se sont déconnectés complètement de l'environnement, de leur nourriture. Fait que ça fait qu'ils ont développé une insensibilité. Tu sais, ils n'ont plus de sensibilité face à au travail que ça demande, ouais, c'est ça. Ouais, tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est important pour la majorité du monde, c'est le prix, puis la forme, puis l'apparence de son fruit, de son légume, puis de ses céréales. Et les épiceries débordent, fait que c'est facile de faire à manger.
bien facile de chialer le ventre plein. Ouais, c'est encore ça. là, tu sais, ce que tu dis, c'est pas de la façon que c'est fait, mais en même temps, il y a une grosse préoccupation de l'environnement, puis du bien-être animal, puis tout ça, mais en même temps, on veut pas le savoir, mais on donne la responsabilité aux agriculteurs de tout s'occuper de ça. Mais je veux pas savoir comment ça se fait, mais je vais te dire comment faire ta job, par exemple. Fait que, je vais acheter un produit, si par exemple on prend la biologique, qui a un cahier de charge qui force le producteur à respecter certaines normes et tout ça. Des appellations contrôlées comme ça, il va en avoir de plus en plus, probablement, parce que justement, ça pallie au manque de connexion du consommateur général avec la nature puis les modes de production. Fait que ça devrait pas diminuer, ce genre d'appellation-là. C'est ça. Mais en même temps, en tant qu'agriculteur, moi, c'est un bout de chemin que je veux faire, c'est de vulgariser pour dire non, c'est pas comme que tu penses, tu sais. C'est pas. Il y a des gens encore qui pensent qu'en abattoir, on s'amuse à torturer les animaux, tu sais, on a juste ça à faire. L'animal, il rentre, ça prend même pas 30 secondes, la lumière est éteinte, puis on le découpe, puis c'est fini. Il n'y a personne qui s'amuse à le taper. Puis, fait, c'est sûr qu'on n'est plus dans l'agroforesterie, là, mais tout ça pour dire que en transférant la responsabilité à 1% de la population, ça a créé la diversité des informaticiens, des coiffeurs, des coiffeuses, mais ça fait en sorte, justement, tu reviens au tracteur, c'est que ça le fait que ça l'a pu libérer des gens pour qu'ils aillent faire d'autres choses. Mais ça nous a nuit, tu sais. Fait que... Mais en tout cas, tout ça pour dire que on a des beaux défis devant nous. Puis je pense que justement, l'agroforesterie, c'est une des façons aussi d'attirer l'œil, comme tu dis, parce que les gens trouvent ça beau, la forêt, ils trouvent ça beau des arbres. Je trouve ça beau, des belles bandes riveraines avec des fleurs. C'est beau quand tu passes dans le chemin. Puis, justement, je pense que l'agroforesterie, c'est une méthode, parmi tant d'autres, d'apporter une sensibilisation. Puis, regarde, on fait un effort, on change les choses, on fait différemment. À quelque part, on revient en arrière de avant l'industrialisation, mais justement, ça gagne à être connu. OK. On revient, on va essayer de vous remettre sur la traque un peu, là. Oui, c'est ça, j'ai revenu. Ça va à Montréal, chez Bougamo, on revient. C'est ça. Mais là, c'est parti, là. Je vous écoutais, là, un moment donné, elle va finir de parler, là. Elle va se fermer la trappe, la grande gueule, là. On est parti, là, nous autres. Yes. Hey, Louis, j'aimerais ça savoir, mettons que tu fais une haie brise-vent en arbre, est-ce qu'il y a des espèces que tu préfères par rapport à d'autres qu'il faut vraiment pas qu'on voit là-dedans? Bon, oui, il y en a qu'il faut pas voir dans les champs, mais ça dépend de, premièrement, est-ce que tu es drainé souterrainement ou pas? OK, je suis drainé partout. OK, puis deuxièmement, c'est quoi tes cultures? Ça va être quoi ta rotation? Maïs, blé d'Inde, maïs, soya, maïs, blé d'Inde. Non, c'est pas vrai. Non, habituellement, j'essaie de faire une rotation sur 5 ans. Maïs, soya, céréales. Maïs, soya, okay. Céréales. OK. Puis ta céréale, c'est quoi, absolument? Oh, ben là, ça peut être de l'orge, ça peut être du blé. OK. Cette année, j'avais les deux, là. Fait que j'essaie de... Tu sais, j'ai pas une grosse batteuse, fait que j'essaie de faire 40 acres de un puis 40 acres de l'autre. Quelque chose qui mûrit. Deux cultures qui mûrissent pas en même temps, mettons. OK. Fait que là, dans ce que tu viens de me dire là, déjà, on est bien parti pour te faire un design de haie brise-vent. OK. Premièrement, t'es drainé souterrainement. Fait qu'on va éviter les arbres avec des racines fasciculées en surface. OK. Comme un érable argenté, mettons? Comme un érable argenté. Comme un saule. OK. Comme les frênes qui vont dans les milieux humides, là, je me mélange tout le temps entre les deux. Le frêne noir, en tout cas. Non, moi j'ai du frêne noir sur ma terre à bois, puis c'est pas un milieu humide. Puis de toute façon, donc ça c'est un autre point, on va pas planter des frênes ou des ormes ou des arbres qui sont, comme le noyer cendré aussi, qui sont voués à mourir à cause de différentes maladies exotiques qui sont venus avec des échanges commerciaux internationaux. Comme la grille du frêne, par exemple, qui vient manger les frênes. Exact. Là.
Exact. Comme l'orme qui meurt aussi à cause d'un petit scarabée qui injecte une bactérie. Comme le chancre du noyer cendré aussi qui vient d'un champignon exporté de l'Asie. OK. Importé de l'Asie, c'est-à-dire qu'à l'époque, là, il y en avait plein des noix longues, là, des noyers cendrés. Bref, on s'éloigne encore. Ça pour dire que c'est ça. Tu vas éviter des arbres avec des racines de surface, comme le saule, puis comme l'érable argenté. Puis en plus, ces arbres-là, ben, ils vont rapidement aussi entrer en concurrence avec ta culture. Fait que tu veux pas par les racines. Fait que tu veux pas des arbres qui vont concurrencer par les racines tes cultures. Deuxième chose, tu vas vouloir de la diversité. Tu vas pas vouloir, comme tu disais tantôt, juste une espèce. Puis ben là, il y a différentes façons de s'y prendre. Soit qu'on va y aller dans la diversité dans le temps, c'est-à-dire qu'au départ, comme à l'époque, il se faisait beaucoup ça, des plantations peupliers hybrides et feuilles nobles. Fait qu'au début, il y a une certaine diversité, mais avec le temps, on coupe les peupliers qui, au bout de 15-25 ans, sont matures, c'est le temps de les enlever. Ouais. Il nous reste des feuilles nobles. Fait qu'idéalement, on a planté un feuille noble d'une espèce, un peuplier, un feuille noble d'une autre espèce. Fait que là, à la fin, on a 2 espèces au moins. Mais idéalement, il faudrait aussi, pour la biodiversité, des conifères. Et là, pas facile de faire rentrer des conifères. Hein. Il y a le mélèze, par exemple, qui est intéressant. Sauf qu'il y a des racines en surface. Fait que, il serait intéressant pour son feuillage, mais il ne l'est pas pour ses racines. À éviter. Puis en général, c'est ça. Les conifères ont des racines plus en surface. Fait que pour les producteurs de cultures à rotation d'annuelles, c'est assez peu recommandé, finalement, les conifères, malheureusement. Fait qu'il faudrait des bandes beaucoup plus larges là, pour pouvoir intégrer sans déranger le producteur pour des conifères. Fait que après ça, ben, idéalement, là, on va mélanger 3 espèces d'arbres différentes. OK. Puis, si possible, on va mélanger des arbustes aussi qui vont pouvoir faire une floraison tôt au printemps. Pour apporter, c'est ça, une diversité d'aliments, puis d'hétérogénéité aussi dans l'espace. Là. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui aiment ça se percher haut, il y en a qui aiment ça se percher bas, selon leur alimentation, puis selon leurs prédateurs aussi. Il y en a qui ont besoin de plus de branches de conifères parce qu'il faut qu'ils soient vraiment protégés, sinon ils se font gober de suite, tu sais, tandis qu'il y en a qui sont des prédateurs plus, fait qu'ils vont aimer les branches les plus hautes, puis ils vont aimer ça, être très exposés, avoir une vue parfaite sur l'ensemble. Fait que vraiment, mélanger les espèces, c'est super bien. Éviter les espèces qui ont des racines superficielles. Ça viendrait un peu remplacer les piquets de clôture qu'il y avait dans le temps. Parce que ça n'a l'air de rien, les piquets de clôture, ça servait de perchoir pour bien des oiseaux qui étaient prédateurs, ben, des petits prédateurs, mettons, pour manger des insectes dans le champ, par exemple. Fait que là, en ayant plus de poteaux de clôture, on n'a plus rien, là. Il n'y a plus rien pour se percher. En effet. Puis vous remarquerez, là, dans un paysage, souvent quand on voit un rapace, là, un oiseau rapace qui mange les vermines qu'on veut pas, ils se tiennent le plus haut qu'ils peuvent dans le paysage. Ils vont sur le point le plus haut. Fait que si ils se tenaient ces piquets de clôture, c'est parce qu'il n'y avait pas grands arbres autour, probablement. Non, mais je parle, mettons, d'un goglu des prés qui va être sur un piquet de clôture. Ah! Mais tu sais, là, on n'en voit pas bien, mais il n'y a plus de piquet de clôture nulle part. Les animaux vont plus dehors, fait que... Ouais. Ou très, très, très rare. Puis on pourrait en reparler beaucoup sur les animaux dehors, là, justement. Là, on les met en dedans parce qu'ils sont bien, ils ne sont pas stressés. Hein, qu'il fait chaud, ils sont en dedans au frais, ils sont bien. Ouais, ils sont plus confortables en dedans que dehors à cette heure. Avant il n'y a pas de ventilation dans les étables. C'était coup ça. Il était bien mieux dehors qu'en dedans. C'était comprenable. Là. Ah, et puis ça, là, on pourrait en parler longtemps. Mais on s'éloigne encore du sujet, mais en tout cas, continue. On n'est pas obligé de changer de revenir. Tant qu'être sur les animaux, tu sais, justement, en début avant qu'on commence à enregistrer, Louis parlait d'animaux comme les anciens faisaient, là, ils envoyaient leurs animaux un peu en forêt puis tout ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis y a-t-il une ouverture? Y a-t-il moyen de faire ça aujourd'hui, malgré les règlements? Pâturer des animaux en forêt. Ouais. Bon, c'est sûr que là, actuellement, c'est ça, on n'a pas la législation, disons, de notre bord pour faire ça à grande échelle. On en reviendra peut-être tantôt là-dessus, là, c'est un autre grand sujet. Mais d'un matin, là, tu prends tes Holsteins, tu les envoies dans le champ, là,
ils vont être plus stressés qu'en dedans dans l'étable. Tu sais. Ben, mettons pas. Rajoute quelques arbres, par exemple. Rajoute quelques arbres, ils vont se tenir près des arbres. Tu mets les abreuvoirs près des arbres, ils vont être bien, ils vont se tenir là. Tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est de faire vraiment de l'élevage. Tu sais, pas prendre un animal qui a. Mettons, tu sais, j'ai l'idée en tête de cochons parce que j'ai vu des producteurs faire ça. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'au niveau là, de la réglementation, c'est quoi les défis par rapport à ça? Bon. Oui, j'y reviens, ce sera pas long. Oui. Mais c'est ça. Là, nos ancêtres faisaient ça, mais ils faisaient pas ça avec des races ultra sophistiquées et sélectionnées comme on a aujourd'hui, qui sont adaptées pour nos méthodes de production d'aujourd'hui. Prends une vache canadienne ou un cheval canadien ou une poule à deux fonctions comme la Chanteclair. Eux autres, ils sont bien dehors. T'as besoin d'un abri 3 côtés l'hiver. L'été, s'ils ont des arbres, tant mieux, puis ils préfèrent ça bien gros. D'ailleurs, la Chanteclair, elle se protège des prédateurs en se perchant sur des branches d'arbres. Fait que c'est une espèce agroforestière en soi, comme toutes les espèces ancestrales du Québec, puis d'ailleurs dans le monde. OK. Ça, c'est dit. Mais tu n'emmèneras pas ta Holstein de show, là, ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Fait que... Puis ça, c'est un fait, c'est un frein à l'agroforesterie. D'ailleurs, c'est l'appauvrissement de la génétique en général, autant pour les animaux que pour les légumes, les céréales, etc., pour les cultures. C'est qu'ils sont ultra spécialisés pour produire avec des fortes teneurs en azote, en phosphore, en potassium, dans des sols dépourvus de concurrence d'adventices, de plantes concurrentes. Puis les animaux, c'est la même chose. Ils sont faits pour produire énormément, mais à condition qu'on leur mette des antibiotiques, à condition qu'on les nourrisse avec tant de nutriments, puis avec pas de stress. Puis tout ça. Fait que, oui, à l'époque, les animaux produisaient moins pour la même quantité de bouffe que tu leur fournissais. Sauf que la bouffe, ils la mangeaient sur le terrain plus souvent qu'autrement. Ils étaient en pâturage. Fait qu'il y avait peu d'intrants nécessaires dans l'exploitation pour produire, oui, moins de kilos par unité animale à la fin de l'année, mais avec moins de coûts aussi pour le producteur pour chaque kilo de viande produit. Fait que on s'entend, c'est pas réaliste de dire demain matin, on va se lancer dans l'élevage de vaches, d'un troupeau de 1000 vaches canadiennes. Là. C'est pas ça que je dis. Là. Non, c'est ça. C'est pas ça que je parle non plus. Des élevages plus, en guillemets, artisanaux, là, mais qui peuvent être tout aussi rentables. Là. Dans un contexte agroforestier, ces genres de génétiques-là ancestrales permettent de produire convenablement pour des familles, puis de bien survivre, tu sais, dans des conditions difficiles là, d'amener des intrants. Tu sais, par exemple, d'un matin, les frontières ferment, mais on est content d'avoir encore nos génétiques ancestrales, parce qu'on va avoir de la misère à faire produire bien des champs de maïs grain, des génétiques modernes, comme on va avoir de la misère à produire bien des bœufs Angus, sans intrants, sans arrivée d'intrants possible. Mais ton petit Highland, il va bien survivre, par exemple. Ouais. C'est pas patrimonial, c'est pas ancestral, mais c'est quand même pas pire adapté. Ouais. Au niveau de la législation, tu me posais la question. Mm-hmm. C'est arrivé avec un client l'automne passé, il voulait faire un projet agricole dans une municipalité qui est dans les annexes à la fin du REA. Là. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que dans ces municipalités-là, il ne peut pas augmenter les surfaces en culture. De plus d'1 hectare, puis là, je ne me rappelle plus des détails, c'est pas important. Il n'a pas le droit de déboiser, là. Il n'a pas le droit de déboiser, plus qu'un hectare, pour faire une production. Fait que je me suis dit, ben là, c'est peut-être une occasion puis une opportunité pour faire du sylvopastoralisme. Fait que là, à la place de déboiser, on va réduire, oui, la densité d'arbres à 50%, 70%, pour laisser suffisamment de lumière à passer dans le fond, là, pour que la première année, tu envoies des cochons, ça laboure ton sol, ils mangent tout. L'automne de cette année-là, tu sèmes une prairie, le printemps, ça lève, le printemps d'après, tu as un début de prairie, tu sais. Puis là, avec le temps, tu as une prairie qui se forme, tu chaules, tu mets ce qu'il faut.
Puis, bien sûr, je me suis rendu compte que ça pouvait pas marcher. Parce qu'au Québec, partir d'un pâturage existant puis rajouter des arbres, ça va rester un pâturage. Et partir d'une forêt puis diminuer les arbres pour en faire un pâturage agroforestier, tu peux pas, ça va rester une forêt, au sens de la loi. Fait que la personne, si elle voulait faire ça, est obligée d'aller avec à quatre pattes ramasser ses bouses. C'est caca. Parce que c'est considéré comme tu disais, comme une cour d'exercice. Une cour d'exercice. Ouais, tu peux pas, dans un boisé, faire un pâturage, même si tu enlèves 80-90% des arbres. Ça va rester un boisé au sens du ministère de l'Environnement. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, comme dans bien des occasions, quand je vois des freins à l'agroforesterie, ça vient chercher ma fibre d'agroforestier. Fait que j'écris une lettre au sous-ministre du ministère concerné. J'ai une belle lettre d'accusé de réception, mais comme vous vous en doutez, aucune réponse. Ouais, c'est ça. Mais bref, je veux pas dire que demain matin, il faudrait que tous les producteurs... Puis c'est toujours ça hein, dans ce que je dis. Là, je suis pas là pour dire prêcher la vérité. Puis, il faut de tout. Hein. C'est juste qu'il faut de tout. Ouais. Il faut un petit peu de gros, un petit peu de moyen, un petit peu de petit, un petit peu de différent, un petit peu de diversité. Oui, je suis pour ça. Fait que frein à l'agroforesterie, ça c'est un exemple pour le sylvopastoralisme, les animaux avec les arbres. Mais un autre frein important, on en a parlé tantôt, c'est la reconnaissance par les gouvernements de l'effort fait par des producteurs agricoles quand ils veulent léguer finalement à la société des espaces pour offrir des services à l'ensemble de la société. Fait que ça, c'est un frein, certainement. C'est le manque de reconnaissance de la société en général pour les efforts en agro-environnement en général hein, par les producteurs. Fait que ça, c'est certainement un frein aussi. L'autre frein, veut pas, c'est les croyances qui persistent, là, qu'un arbre, ça nuit, qu'un champ, c'est beau quand il n'y a pas de branches, puis ça brise la machinerie, puis c'est pas une croyance, en fait, c'est bien vérifié, puis c'est sûr que ça arrive. Mais, donc, si on veut pas que ça nuise, les branches, ben ça veut dire qu'il faut laisser une bande herbacée. Fait que, donc, si on laisse une bande herbacée, ben ça veut dire qu'il faut que la société reconnaisse le service, puis qu'il rémunère le producteur pour sa perte. Pour sa perte. Fait que, bon, le gouvernement n'est pas là, on s'entend, sauf qu'il y a une initiative que j'aimerais vous parler qui existe, qui va être lancée, là, si ce n'est pas déjà fait, faite par Arbre Évolution. Ça s'appelle Carbone Riverain. Puis le but, c'est justement ça, c'est de dire, c'est financé par le privé en plus, qui veulent faire du greenwashing, excusez-moi l'expression, là. Il ne faudrait pas qu'ils entendent ça, ils ne seraient pas contents de financer ça. Mais en gros, c'est des compagnies et des usines qui polluent. Fait qu'ils donnent à Arbre Évolution et à Carbone Riverain de l'argent pour dire vous allez faire des projets chez des producteurs agricoles, vous allez prendre un 10 mètres de large chez producteur X, mais eux, ils n'ont rien à choisir là-dedans, c'est Arbre Évolution qui coordonne ça. Puis vous allez aménager et entretenir et protéger pendant 50 ou 100 ans, je ne me rappelle plus, cette bande riveraine-là. Puis en échange, à chaque année, ou même, je pense que c'est peut-être un montant initialement, vous allez y donner l'équivalent de la moyenne de production dans sa région de sa culture principale. Okay. Pour compenser pour sa perte de cet espace-là. C'est comme quelqu'un qui essaie de se refaire une virginité, là. Comment, Christian? C'est comme quelqu'un qui essaie de se refaire une virginité, ça, là. Ah, ben, c'est ça. Ben, ouais. C'est un peu comme les entreprises, justement, qui veulent replanter des arbres en échange. Mettons, je sais pas, Air Canada, t'achètes un billet, mais sur ton billet, il y a une partie que ça va aller pour planter un arbre parce que l'avion a émis du carbone, du CO2, voilà. Puis l'arbre va aller compenser. Voilà. C'est de la compensation. C'est ça, c'est du beau greenwashing, là, mais déguisé, mais c'est mieux que rien, ça. C'est mieux que rien. J'ai vu quelqu'un en fin de semaine qui est allé manifester à Glasgow pour le climat. Ah. Ouais, c'est paradoxal. C'est du Québec solidaire tout craché. Il
Il va peut-être planter quelques arbres à son retour. Mais ben là, déjà en Abitibi, il y en a pas mal d'arbres dans ce coin-là. Là. Mais c'est pas grave, Christian, parce que souvent, c'est l'apparence. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, aller manifester en avion pour le climat. En tout cas, on s'éloigne encore du sujet. C'est paradoxal. Puis la vie est remplie de paradoxes. Hein? C'est ça. J'avais une question pour toi, Louis. Nous, en fait, là, on pratique de la coupe forestière sélective. Là, on ne fait pas de la coupe à blanc. Puis, dans tout ce que j'ai lu, à un moment donné, les vieux arbres ne sont pas aussi efficaces pour capter le carbone que les jeunes arbres. C'est vrai. Fait que c'est ça, c'est vrai. Fait que la coupe forestière, elle a lieu d'être tant que c'est remplacé correctement, puis pas nécessairement pour refaire, mettons, des forêts d'épinettes. Fait que ça a du bon, en fait, pour les forêts. Puis pas nécessairement juste pour les forêts, mais aussi pour la captation de carbone. Si on regarde, ben, il y a plusieurs effets suite à une coupe, mettons. Okay? Il y a l'effet, oui, sur la captation du carbone. En général, là, je ne suis pas un expert de la captation carbone, loin de là, mais en général, on dit qu'un jeune peuplement en régénération, jusqu'à 15-25 ans, c'est là qu'il capte le plus de carbone. OK. Puis après ça, la concurrence de la lumière fait qu'il pousse moins rapidement, il capte moins rapidement le carbone par unité de surface. Okay? OK. Mais c'est pas juste le... Oui, Christian? On parle de CO2, dans le fond? Ouais. Okay. Oui, CO2. Parce que la plante qui consomme le plus de CO2, c'est le maïs. Ah, c'est sûr qu'une plante en C4, comme le maïs, ça n'en capte la vitesse grand V, ouais. Fait que plus qu'on consomme de maïs, meilleur que c'est pour le climat. Sauf que je te dirais qu'en semi-direct, c'est plus vrai parce que ton carbone, il va rester dans les racines, donc dans le sol, en surface, plus. Mais en général, il y a beaucoup du carbone de ton maïs là, qui va partir dans l'air avec sa décomposition, là, on s'entend. Quand il est en forme de lignine, ton CO2 dans le bois, il est plus stable que s'il est en forme de cellulose dans ton maïs. OK. Mais oui, Christian, tu t'en captes en tabarouette du carbone dans ton champ de maïs, c'est clair. Parce qu'un champ de maïs, c'est 4 fois plus de CO2 que ça transforme qu'un hectare de forêt. Ah, je te crois, sauf que c'est temporaire. Ouais, mais c'est temporaire. Ouais, mais l'arbre aussi, là. Tu sais, quand le maïs est mûr, là, l'arbre, il perd ses feuilles. Fait qu'il n'en transforme plus de CO2 durant ce temps-là. Non, c'est clair. Mais dans ses racines, dans son bois, il en a capté. Puis, t'as raison, c'est temporaire. Parce que même si on dit que sur la vie d'un arbre qui est vieux, là, mettons 300 ans, un beau chêne blanc là, que tu vas couper dans 300 ans, ben, ça serait peu probable. Là, mais si tu le brûles, le CO2, il revient dans l'air. Mais si tu en fais du bois, ce qui est plus probable, un beau meuble, là, des beaux meubles, puis du beau plancher, ben là, lui, il est stocké longtemps, le carbone, là, plus que dans un champ. Plus que dans un champ en semi-direct, mais encore plus que dans un champ labouré. Là, ça, le champ labouré, lui, il retient pas le carbone bien. Tu entends? Mais c'est pas le seul impact de la coupe dans tes coupes que tu fais sélectives, Marianne. L'autre impact, c'est qu'une forêt, vous savez, c'est régulé par des cycles de perturbation. Dans la forêt boréale, souvent, c'est des perturbations d'insectes ou des feux, des grands feux de forêt. Dans la forêt plus au sud, c'est soit la foudre, des grands vents, des insectes aussi, et le feu, mais moins souvent qu'en forêt boréale. Mais s'il n'y avait pas ces perturbations-là, comme aujourd'hui, l'être humain moderne, là, il ne veut plus de feu de forêt. Là. Le feu, c'est mauvais, c'est le méchant incarné. Okay? Mais à cause de ça, ça fait que la matière organique s'accumule. Puis normalement, là où un feu devrait arriver dans le temps de la forêt, il n'y arrive pas. Fait que là, elle s'accumule encore. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de végétaux, comme le bleuet sauvage, par exemple, si on est dans le nord, qui pourront plus pousser, même après une coupe. Trop épais de matière organique. Ouais. Le rhizome de bleuet sauvage au lac Saint-Jean, là, il se tient sur la terre minérale. OK. Fait que lui, là, il peut être 100 ans
en dessous d'un couvert d'épinettes, pas pousser, pas produire. Il arrive un feu, puis là, pendant 5-10 ans, il est unique au monde. Il y a un beau champ de bleuets monoculture. Fait que c'est ça un peu que les producteurs dans le Nord ils ont remarqué, puis c'est ça qui recrée par, oui, la coupe forestière, mais pour imiter le feu, ben, ils font maintenant le broyage. Le broyage de la matière organique de surface. OK. Fait que, mais tout ça pour dire que la perturbation dans un milieu forestier, dans une forêt mature, est importante à un certain point, à un moment donné, parce que ça fait pousser de la régénération d'autres espèces qui ne seraient pas là s'il n'y avait pas une perturbation. Donc, ça amène d'autres animaux. On en parlait tantôt dans le champ. Parce qu'il y a différentes espèces, d'autres espèces que juste une espèce, ben, il y a plus d'animaux, il y a plus d'insectes, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de mammifères. Puis surtout, il y a plus de fruitiers aussi. Vous remarquerez, après une ouverture dans le bois, les framboises poussent, les cerises, tous les fruitiers, là, c'est l'émergence. Fait que oui, une coupe sélective, c'est bon. Puis je te dirais même, puis je suis un extrémiste maintenant de la forêt, je te dirais même, un moment donné, un brûlage, je suis vers là, de plus en plus, là, j'essaie de me trouver des gars de la Sopfeu, on va faire des tests, mais le brûlage sélectif de zones, là, ça pourrait être bon aussi en forêt, selon les cas. Mais bref, je recommande ça à personne, bien entendu. On fait pas ça un dimanche après-midi qu'on n'a rien à faire, là. Non. À moins d'avoir fait, c'est ça, du contrôle de feu forestier. Ouais, c'est ça. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'ici. Pour écouter la suite du podcast, veuillez me suivre sur le Patreon à patreon.com/podcast agricole au pluriel. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.